24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans, madame, messieurs, jour pour jour, depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été investi à la tête de ce pays. Est-ce que Félix Tshisekedi a apporté le changement tant attendu par le Congolais? Est-ce que Félix Tshisekedi a fait plus que ce qu'a fait Kabila pendant 18 ans? Voilà des grandes questions qu'on va essayer d'y répondre avec notre invité qui est communicateur justement du parti politique UDPS, le parti politique du feu Étienne Tshisekedi Mulumba. Et il est également communicateur de l'Union sacrée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec lui on va essayer en tout cas de répondre à toutes ces questions. C'est vrai, l'opposition critique justement le bilan du chef de l'État. Certaines personnes disent qu'il a trop promis, mais il n'a rien fait pendant 4 ans. Mais est-ce que l'UDPS, est-ce que le parti au pouvoir pense également la même chose? C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui ont marché également il y a eu beaucoup qui n'ont pas aussi tenu, mais est-ce que l'UDPS est d'avis? Parce que l'opposition critique farouchement le bilan du chef de l'État. On va le suivre. Il s'appelle Peter Yamba, que je salue. Bonjour Peter et bienvenue. Bonjour Nathan, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir dans votre plateau. Ça faisait un temps, mais on est là. Ça faisait un temps, on est là, on s'est rencontrés dans l'émission Écho de l'école de communicateurs, mais aujourd'hui, ce samedi chez vous, c'est votre première participation. Ah, vraiment, je suis très honoré d'être là. Très bien, merci beaucoup. Avec vous, c'est parti directement pour cet échange autour du bilan du chef de l'État. 4 ans, Peter. Est-ce qu'on pouvait faire d'abord une lecture de ce qui s'est passé pendant 4 ans, pendant 5 minutes, et puis je vais vous relancer maintenant avec 2 questions, parce qu'ici, en tout cas, on ne parle pas d'autre chose que le bilan du chef de l'État pendant 4 ans. Vous avez 5 minutes, votre lecture, votre analyse, et puis je vous relance. Oui, merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Et j'espère qu'ils sont d'avis avec moi que le chef de l'État a un bilan très positif. Bon, je ne dirais pas très positif, mais les bilans restent positifs. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, si les jeunes devant expliquer. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition essaie un peu de détourner l'attention de la population congolaise, essaie un peu de désinformer, si je peux le dire. Nous savons tous que le chef de l'État, ayant gagné les élections à la magistrature suprême, n'a pas eu à obtenir la majorité au Parlement. Il n'a pas gagné les élections législatives en gagnant les élections pour avoir plus de députés, 251 députés pour avoir une majorité. Nous, l'UDPS, nous n'avions pas eu cette chance-là. Bon, je ne parlerai pas de la chance, mais parce que nous savons aussi comment les élections se sont déroulées, mais au moins nous avons pu gagner la magistrature suprême. Après que nous ayons gagné ça, nous avons coalisé avec nos amis du FCC. Le chef de l'État avec une volonté volontariste, le chef de l'État qui a pensé mieux faire, le chef de l'État qui a mis tout en œuvre en pensant que nos amis du FCC allaient changer, parce qu'il n'y a pas de mauvais maîtres, il n'y a pas de mauvais serviteurs, qu'il y a des mauvais maîtres. Le chef de l'État a mis en œuvre pour essayer de marcher ensemble avec l'ancien président Joseph Kabila, les sénateurs avis que je salue en pensant. Et le chef de l'État a tout mis en œuvre, mais les FCC n'a pas voulu que nous puissions marcher ensemble. Les FCC nous a mis des coques en jambes pendant plus ou moins 1 année et demie, parce que déjà pour que nous puissions avoir ces gouvernements, je crois que ça a déjà fait au moins 7 mois. Ça a eu 7 mois après l'investiture du chef de l'État. Nous avons pris 7 mois juste pour essayer de composer ensemble avec nos amis du FCC. Ils ont joué au temps. Ils n'ont pas voulu que le chef de l'État compose un gouvernement. Mais en fin de compte, on a eu un gouvernement de coalition avec nos amis du FCC. Mais malgré cela, nos amis du FCC nous ont toujours mis des contingents. Nos amis du FCC n'ont pas voulu à ce que le chef de l'État puisse mieux travailler. Et le chef de l'État, qui est un homme démocrate, le chef de l'État qui est un homme rempli de bon cœur, a voulu parler avec le président Joseph Kabila. Mais nous savons tous comment ça s'est fini. Et il a fait appel patriotique à nos frères. Il a fait appel patriotique à d'autres partis, que ce soit de l'opposition, de la majorité, que nous puissions créer l'Union sacrée. C'est là que nous avons vu des Bemba, les Katumbi et les autres personnes, les autres forces politiques congolaises qui se sont mis ensemble pour essayer de créer l'Union sacrée. Après avoir perdu déjà 1 année et demie, j'allais dire 2 ans. Après l'avoir avec le gouvernement avec le gouvernement Ilunkamba. Avec le gouvernement Ilunkamba qui n'a pas voulu que le chef de l'État travaille. Mais malgré cela, le chef de l'État a mis en place
pendant les temps où on voulait avoir les gouvernements, il avait mis en place les projets des 100 jours. Nous ne pouvons pas l'oublier parce que les projets des 100 jours a été un succès. Même si l'opinion... Le projet des 100 jours a été un succès. Oui, les projets des 100 jours a été un succès. Même si l'opinion, les médias... se sont plus martelés sur le procès des Camérés, mais nous n'oublions pas que les projets des 100 jours ne consistaient pas qu'à construire des routes. Les projets des 100 jours ne consistaient pas qu'à construire des sauts de moutons. Les projets des 100 jours étaient un projet très vaste. Il y avait beaucoup de projets à l'intérieur. Et nous savons tous que c'est un projet à grand succès. Très bien, parce que vous avez ouvert cette brèche. Peter, le projet des 100 jours a été un succès, mais jusqu'à présent, 100 jours s'est déjà écoulé, on n'a pas de maison préfabriquée. C'est ce qui a d'ailleurs fait que Caméré puisse être interpellé. Il y a eu des maisons préfabriquées dans certains endroits, mais c'est que le maison que Caméré a été interpellé, le gouvernement avec la justice, ils avaient arrêté ce processus-là pour essayer plus d'enquêter. Mais jusque-là, ils ne se sont plus remis à ça parce que là, maintenant, ça dépend du Premier ministre parce qu'il a la continuité de l'État. C'est au Premier ministre de pouvoir prendre en charge ces histoires et pour continuer. Un projet de 100 jours qui n'est pas endossé par le gouvernement, vous pensez que le Premier ministre pourrait encore reprendre ce projet parce que c'était justement un projet pour le chef de l'État pendant ces 100 jours, et vous pensez, c'est par quelle magie que le gouvernement pourrait endosser ce projet? Mais le projet des 100 jours a été géré par des ministres sectoriels. Il y a eu des ministres sectoriels qui géraient dans leur secteur. Il y avait juste un coordonnateur qui coordonnait tous les projets, mais c'était géré, c'était co-géré avec certains ministres sectoriels. À chaque fois que ça s'occupait de l'éducation, il y avait les ministres de l'éducation qui étaient là. À chaque fois que ça s'occupait des routes, il y avait les ministres des Transports, les ministres de tout consort. C'est pas comme si le président s'était en chargeait lui-même, non. Il s'occupait avec le ministre sectoriel. Quand nous avons un gouvernement... On parlait d'un gouvernement parallèle au sein de la présidence de la République, Peter. Non, ça n'a jamais été un gouvernement parallèle. Et les coordonnateurs ou tous les membres de ces projets de 100 jours n'ont jamais eu à mettre de concagent au ministre. Non, ils étaient là, ils ont toujours été dans toutes les réunions qui se faisaient. Ils avaient un mot à dire, c'est eux qui géraient aussi. Ils étaient en train de co-gérer, mais les chefs de l'État voulaient avoir un peu plus de main parce que c'était un projet qui était fait avant le gouvernement, avant la sortie du gouvernement. Mais quand Sama Lukonde, qui devient ministre, Premier ministre, et qu'il voit qu'il y avait un projet en cours avec la continuité de l'État, il n'aurait qu'à réorganiser ces histoires, à rappeler tous les membres qui étaient lors des conseils, lors des ministres, dans des réunions là, on parle de la coordination. Ouais, de la coordination, Inukamba, oui. Ils pouvaient bien faire appel et pouvoir continuer. Mais nous savons tous la volonté qu'ils avaient. Nous savons tous tout ce qu'ils ont eu à faire contre les chefs de l'État. Donc, ils ne pouvaient pas les faire parce qu'ils savaient que ça serait un grand succès pour les chefs de l'État. Mais heureusement, Dieu merci pour nous, au moins, ce projet a été réussi. Je dirais à 70-80%. Parce que, à part, hormis les maisons préfabriquées, nous pouvons voir des routes qui ont été construites, nous pouvons voir des écoles. Routes, on a vu le directeur général de certaines entreprises, le directeur général de certaines entreprises être arrêté, mais vous parlez ici de la réussite de ce projet, Peter. Mais oui, les directeurs généraux, vous savez que nous avons un problème dans ce pays, les douleurs d'enfantement. Vous voyez, les douleurs d'enfantement, vu que nous n'avons jamais eu un démocrate à la tête du pays, et quelqu'un qui a fait de l'état des droits un cheval des batailles, le président on va y revenir sur ce chef de l'État, il avait un bon cœur, il a dit que non, je vous ai trouvé. Vous avez une certaine expérience, nous allons travailler, vous allez travailler avec ma vision. Je vous donne des responsabilités pour essayer de créer, pour essayer de travailler ensemble. Mais quand je vois que vous ne faites pas ce que je suis en train de vous dire, mais la justice va s'en charger, ça n'engage pas les chefs de l'État. Les chefs de l'État ont eu la volonté de mettre en œuvre sa vision. Mais sa vision, il ne pouvait pas le mettre seul. Il a trouvé des gens qui étaient là avant qu'il crée un gouvernement. Il travaille avec ce qu'il a trouvé. Et les gens qu'il a trouvés n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Ils n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage et c'est pour ça que le chef de l'État a laissé la justice faire son travail. Vous savez que le chef de l'État s'ingère jamais. Alors, le FCC, le premier problème que Félix Tshisekedi a connu au cours de son mandat, et il s'en est en sorti. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'après le gouvernement FCC Cash, le gouvernement de l'Union Sacrée, comment vous pouvez le différencier par rapport au gouvernement du FCC Cash en rapport justement avec le réalisation? Oui, le gouvernement de l'Union Sacrée, la différence entre le gouvernement de l'Union Sacrée et le gouvernement
FCC cache et au moins que le chef de l'État a la main mise sur ses ministres, que ce soit les premiers ministres ou les chefs de l'État. Ces ministres exécutent à la lettre ce que le chef de l'État est en train de dire. Mais vous savez, comme je l'ai dit, il y a toujours des douleurs d'enfantement. Le chef de l'État peut vouloir qu'on fasse quelque chose et le ministre peut faire aussi autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'exécute pas ce que le chef de l'État est en train de lui dire. Par rapport au gouvernement FCC cache qui avait l'air autorité morale qui leur disait quoi faire au détriment de ce que le président veut qu'il fasse. C'est ça le problème. Mais au moins, nous avons un gouvernement de warriors qui a été mis en place et nous voyons aussi... Un gouvernement de warriors avec peu de réalisation. Peter, avant que ce gouvernement ne puisse venir, il y a eu le membre du FCC également qui ont quitté leur camp pour venir s'accrocher du côté du chef de l'État pour former la majorité à l'Assemblée nationale pour avoir un gouvernement. Est-ce que vous pensez que ces personnes qui ont quitté Kabila pourront être loyales envers Tshisekedi? Est-ce que vous pensez qu'ils sont là simplement pour leurs intérêts ou ils sont réellement là pour travailler avec Tshisekedi? Parce qu'on ne veut pas à la fin de son mandat qu'ils nous disent voilà, l'Union sacrée avait certains membres du FCC qui n'obéissaient pas à mes ordres. Vous savez, nous, c'est pas la loyauté de oui et amen comme ça se passait au FCC. Si Kabila dit oui et amen et tout comme ça, nous, notre loyauté que nous voulons, c'est la loyauté envers le peuple congolais. C'est le peuple qui a choisi à ce que nous soyons là. Donc si les ministres qui sont là, ils peuvent être loyaux envers la population congolaise, oui, on marche avec eux. Nous, la loyauté envers la population congolaise, c'est quoi? Quand la population demande de l'eau, que vous fassiez ce qu'ils veulent. Quand la population n'a pas de routes, que vous construisez des routes. Et la vision est donnée par les chefs de l'État. Quand les chefs de l'État disent que non, la population est en train de souffrir, que nous arrangeons de manière économiquement, que nous le faisions, que nous construisons des hôpitaux, que nous construisons des écoles, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas une loyauté à l'aveugle. Nous ne voulons pas qu'on soit loyal au chef de l'État avec des djalelo. Oui, les gens qui ont été, l'ont été, je ne sais pas comment ils définissent la loyauté, mais ils faisaient tout ce que les chefs de l'État, l'ancien chef de l'État leur disait de faire. Ils étaient trop loyaux à Kabila à l'époque. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pour le pays? Rien du tout. Nous voulons que vous travaillez pour le peuple. On ne veut pas qu'on travaille pour le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un homme, il passera. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits-fils quand ils viendront? Nous voulons que quand le chef de l'État donne une vision qui est pour que la population en bénéficie, que les ministres l'exécutent. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que vous restez loyal quand le chef de l'État marche du côté gauche, que vous partez du côté de gauche, quand il part du côté de droite, que vous partez du côté de droite, mais sans intérêt de la population. Non. Très bien. Ce n'est pas la loyauté que nous voulons à l'UDPS ou au gouvernement de Fachi. Très bien. Alors, on commence maintenant. On prend maintenant la première phase. C'est ici l'Assemblée nationale qui a changé de camp, qui a pendu le gouvernement, la majorité pour le chef de l'État pour qu'il y ait ces gouvernements. Mais Peter, on a constaté avec vous ensemble au cours de cette formation justement de la majorité qu'il y aurait eu des corruptions énormes sous l'ère Tshisekedi. Est-ce que vous aviez également appris cela ou simplement vous ne voulez pas ou vous n'allez pas les dire ici parce que vous soutenez Tshisekedi? La corruption au sein de l'Assemblée nationale. On parle ici en dehors de 21 000 $ qui toucheraient les députés. De primes de loyauté envers Tshisekedi, ainsi de suite, simplement pour constituer la majorité pour le président, justement. Déjà, je tiens à dire que je ne suis pas informé qu'il y a eu corruption au sein de l'Assemblée nationale pour que le président Félix puisse avoir une majorité. Il n'y a pas eu corruption. Je ne suis pas informé. Ce que je sais est que le président de la République a lancé un message patriotique pour essayer d'interpeller des députés qui ont été élus par le peuple, pour leur faire reprendre la conscience, pour leur faire comprendre que nous sommes dans une phase où le pays est en danger. Et c'est pourquoi vous aviez été élus. Maintenant, mais face aux faits, venez, travaillons ensemble, donnez-moi la majorité. Et après, nous allons travailler ensemble pour essayer de sortir notre pays. Donner la majorité au chef de l'État, c'est par quelle magie, Peter? Mais déjà, il n'y a aucun parti, qui avait atteint la majorité. Donc, ça passerait toujours... composer. Oui, ça passerait toujours par des coalitions. Si le PPRD avait 251 députés, là, on parlerait d'autre chose. Mais la FCC n'a jamais été une plateforme électorale. C'était une plateforme politique. Donc, le chef de l'État a fait appel aux députés, déjà qu'il n'a jamais eu d'informateurs
avec le gouvernement Yolukamba. Il revient à la raison. Il dit que non, moi je suis un démocrate. J'ai fait de l'état des droits mon cheval de bataille. Qu'est-ce que nous allons faire? Revenons à la raison, sortons un informateur. C'est l'informateur qui va dénicher la majorité. Et l'informateur déniche la majorité, il nous donne au président de la République la majorité. Ce n'est que logique. Quand on parle de la corruption, quoi que ce soit, je ne suis pas informé. Moi, ce que je sais est que le chef de l'État a fait un message patriotique et les députés qui sont revenus à la raison, ils ont compris que c'est pourquoi on a été élu, faisons ça, parce que la population souffre. C'est tout ce que je sais. Alors, on prend la deuxième phase, c'est la présidence de la République, Peter Yamba Yamba. Le chef de l'État avec un entourage costaud, de conseillers qui, jusqu'à ce jour, on s'inquiète de leur manière de pouvoir travailler aux côtés du chef de l'État avec plusieurs bourdes, notamment la corruption, les détournements, les trafics d'influence. Ici, pour ne pas citer l'ancien conseiller Villiers Chimanga qui aurait été arrêté et bien que libéré. Mais on a constaté en dehors de Villiers Chimanga, il y avait d'abord Vital Kamerhe qui était le directeur de cabinet. Il y a eu d'autres conseillers qui auraient falsifié même la signature du chef de l'État pour obtenir de contrats de diamant. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi, au cours de son mandat, déjà 4 ans, il a été bien entouré, déjà au niveau de la présidence seulement? Oui, mais je salue d'abord, bien avant, les efforts du chef de l'État. Les efforts du chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'il n'y a plus des ayants droit comme nous avions eu dans le pouvoir passé des kabylistes, où il y avait des gens qui étaient au-dessus de loi, au-dessus du droit, où la politique, on disait toujours que la politique prime sur le droit. Non, aujourd'hui, nous pouvons savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui se croit tout puissant ou puissant, qui ne peut pas aller en prison quand il fait des méfaits. Aujourd'hui, au moins, je salue ces efforts mis en place par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui nous a donné sa parole qu'il sera un bon président, un président qui marchera avec en respectant les lois du pays. Et c'est ce qu'il a mis en place. Pour revenir à la question de savoir si le président, le chef de l'État était bien entouré ou pas, mais déjà, quand le chef de l'État laisse ses proches aller en prison quand ils commettent des faits, je crois que ça peut déjà tout dire. Le chef de l'État veut avoir un entourage sain. Mais quand il sent que son entourage n'est plus sain, il laisse l'IGF enquêter, il laisse la NER enquêter et tout consort. Quand il y a des gens à qui on trouve des sérieuses preuves de culpabilité, on les laisse facilement faire la prison. Donc le chef de l'État... Laisser faire la prison, mais enfin ils sont libérés. Non, mais vous savez, le chef de l'État, oui, c'est vrai qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais le chef de l'État, ça ne gère pas des choses de la justice. Le chef de l'État donne l'impulsion. Mais le chef de l'État, c'est pas au chef de l'État de dire aux magistrats, de dire aux juges que non, tu dois l'arrêter ou pas. Sinon, nous ne serons plus dans un état de droit. Mais le chef de l'État donne sa vision de l'état des droits. Mais quand certains juges n'arrivent pas à bien faire leur boulot, peut-être à cause d'argent, quoi que ce soit, peut-être que les décisions aussi sont prouvées. Parce que la justice aussi, ce n'est pas que arrêter, mais c'est aussi prouver la culpabilité de certaines. Et quand on ne trouve pas la culpabilité, on laisse aussi certaines personnes. Il faut aussi comprendre, c'est là. Les chefs de l'État ne font genre pas sur ce qui concerne la justice, c'est vrai, mais on a vu l'ancien ministre de l'enseignement supérieur qui aurait été recherché d'ailleurs, selon la ministre de la Justice, dire ici que voilà, j'ai été libéré par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous me dites ici que lui ne s'ingère pas sur des affaires de justice. Mais la grâce présidentielle, le président de la République a ses prérogatives. Si le chef de l'État décide de gracier un ministre, un ancien ou un ministre en fonction, ou un ancien criminel ou quoi que ce soit, c'est lui qui gracie. C'est dans ses prérogatives, la Constitution lui en a donné. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Le chef de l'État gracie, comme vous l'avez dit, mais au moins on se rend compte que la ministre de la Justice nous dit, voilà, tel monsieur n'a pas eu cette grâce présidentielle, mais il a quitté la prison. Bon, je n'ai pas cette information de savoir. Mais je parle ici de l'ancien ministre de l'enseignement, son nom viendra, Willy Bakonga. Willy Bakonga qui aujourd'hui siège à l'Assemblée nationale comme député national.
mais il avait été arrêté et puis libéré. Lorsqu'il a été libéré, la ministre a dit non, monsieur Willy Bakonga n'est pas libéré, il y a un avis de recherche contre lui. Mais on l'a vu à l'Assemblée nationale en train de siéger et il nous dit par après que c'est le chef de l'État qui l'avait libéré. Est-ce que c'est pas un désordre de la part de... Selon mes informations, il a été gracié le 31 décembre. Mais la ministre nous dit qu'il n'a pas été gracié. Mais si la ministre n'a pas d'informations, qu'est-ce que moi je fais? Très bien, merci beaucoup Peter Yamba. Madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision. Vous faites bien de suivre votre magazine CML chez vous. On parle du bilan du chef de l'État 4 ans après. C'était un certain 24 janvier 2019 et aujourd'hui 24 janvier 2023, il a 4 ans à la tête du pays. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Notre invité est en train de répondre à certaines questions bien qui s'échappent justement. Alors, Peter Yamba, cette fois-ci maintenant, parlons des réalisations du gouvernement Samalou Kondé. Prenons d'abord le premier secteur, l'éducation. Parce que, en tout cas, c'est là où le bas blesse jusqu'à présent avec la gratuité de l'enseignement. L'éducation. Est-ce une réussite 4 ans déjà? Il faut savoir d'abord quand on veut parler de réussite, on doit parler de réussite sur des côtés forme ou fond. Parce que si nous devons parler déjà de la forme, oui, c'est une réussite. La forme, pourquoi je dirais que c'est une réussite? Parce que le président de la République a mis en place la gratuité de l'enseignement. Déjà que ce n'est pas lui qui l'a instauré dans la Constitution, on tient à rappeler, mais la gratuité de l'enseignement a été instaurée dans notre Constitution qu'on a votée en 2004, 2005, si je ne m'abuse pas. Mais les présidents qui l'ont précédé ne l'avaient pas mis en place. Le chef de l'État, avec ses soucis qu'il a toujours eu de mettre en place, de transformer l'éducation congolaise, parce que nous avions beaucoup d'analphabètes, beaucoup d'illettrés dans notre pays. Il a mis en place l'éducation, la gratuité de l'enseignement. C'est vrai que ce n'est pas encore comme nous voudrions que ça soit, mais c'est vrai que si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Le président de la République a commencé et le professeur, même des professeurs qui s'est plaigné hier, qui s'étaient pas payés, il y avait beaucoup d'agents fictifs, qui avaient beaucoup d'aérés. Maintenant, aujourd'hui, nous savons que les enseignants sont très bien payés, ils ont même des primes et il n'y a plus d'agents fictifs aussi. Les enseignants sont bien payés, ils ont de primes. Oui, les enseignants sont très bien payés. Ils ont de primes. Oui, j'ai beaucoup d'amis enseignants. Ils sont bien payés, ils ont de primes. Oui, 200 000 francs. J'ai beaucoup d'amis. Bon, ils étaient payés dans des 150 000 francs. Non, mais il y avait des enseignants qui touchaient 700 000. Et 700 $, pardon. Il y avait des enseignants qui... Des écoles catholiques qui touchaient 700 $. Il y avait des enseignants qui étaient payés dans des 150 000 francs. Maintenant, ils sont payés à plus de 400 000 francs, 450 000 francs avec plusieurs primes et des frais de transport. Et ceux qui touchaient 700 $, ils sont payés aujourd'hui 400 000. Est-ce que c'est un avantage? Non, mais ce qui était payé à 700 $, là, c'était pour des écoles où c'était l'école qui subventionnait les enseignants. Maintenant, c'est l'État congolais qui paye les enseignants. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, Sankara a dit du champagne pour certains ou les écoles, les routes pour tous. Quand la majorité des enseignants n'étaient pas payés et que maintenant ils sont payés et qu'on leur augmente leur salaire et qu'une minorité qui était payée, bien payé, mais qu'on dise que non, il doit avoir égalité et l'équité chez tout le monde. Et pourquoi on doit se plaindre pour cette minorité? Pourtant, il y a la grande majorité qui est maintenant payée avec un bon salaire et des primes. Si l'école catholique, je coule des Boboto et qui a essayé un peu de payer les enseignants avec leurs propres frais qui sortaient dans leurs caisses et que maintenant l'État congolais décide de bien payer tout le monde avec une égalité complète, je ne vois pas pourquoi ça doit déranger. Très bien. Alors, parlons maintenant cette fois-ci de la qualité justement de cet enseignement. L'UNESCO voudrait à ce que qu'il y ait dans une salle de classe au moins 19, 27 élèves dans une salle de classe. Mais aujourd'hui, il y a vraiment plus de 100 élèves dans une seule salle de classe. C'est vrai. Est-ce que cet enseignant qui serait bien payé selon vous pourrait être capable de pouvoir corriger peut-être le devoir de plus de 100 élèves et puis d'être capable de pouvoir encadrer ces 100 élèves, question d'avoir, c'est-à-dire de garantir l'avenir justement de notre pays? C'est comme je l'ai dit au début, si on ne commence pas, on ne commencera jamais. L'ancien régime, un régime qui nous a amené tout ça, n'a pas eu à construire des écoles, n'a pas eu à construire, même dans de fins fonds là-bas, il n'y a pas d'école. Le régime de Kabila n'a fait que voler, détruire ce pays. Et le chef de l'État qui vient avec ses soucis, il dit commençons d'abord par là, mettons la gratuité de l'enseignement. Après,
nous allons construire des écoles. Parce que déjà, j'ai suivi les rapports de l'UPST qui disaient qu'on va construire, je crois, 120 écoles comme ça par ville, ou je ne sais plus trop, par territoire ou par ville, mais je crois que ça sera par ville. Ils ont déjà mis ça en place, ça a même déjà été discuté lors du Conseil des ministres. Donc, mais au moins, les soucis que les chefs de l'État avaient déjà de mettre d'abord la gratuité. Aujourd'hui, beaucoup de parents, ils gagnaient peut-être 100 000 francs, il a 10 enfants, il ne sait pas comment nourrir, comment les faire étudier ses enfants, mais au moins, il sait déjà que non, la gratuité est là, mon argent que j'aurai va s'occuper à autre chose. Ça aussi, ce sont des points positifs que nous devons voir. Nous ne devons toujours pas voir dans le fond. Parce que dans le fond, les chefs de l'État se battent pour qu'ils construisent des écoles. Parce que ça a déjà commencé avec les projets de 100 jours. Ça a commencé avec les projets de... avec le gouvernement. Que de réhabilitation. Non, pas que de réhabilitation. Pas que de réhabilitation. Il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été construites. Le problème avec vous, les journalistes congolais, vous aimez plus rester à Kinshasa, vous n'allez pas à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur, vous allez voir comment les gens adorent le chef de l'État comme le président, comme un dieu. Mais les chefs de l'État, surtout qui n'aiment pas les Djalelo, ils veulent qu'on puisse travailler. Non, mais à l'intérieur... Ils ne veulent pas les Djalelo, c'est en sa présence qu'on l'a appelé le dieu soleil, le roi soleil. Non, mais là, c'est Lazare ressuscité. Non, là c'est normal. Le chef de l'État... C'est en sa présence. Le chef de l'État... Lui qui ne veut pas du Djalelo. Le chef de l'État, en dehors d'être président de la République, c'est l'autorité morale de l'UDPS. Si moi... mais parce qu'il ne veut pas les Djalelo, il doit refuser sur le champ. Qu'on ne puisse pas chanter pour lui. Si moi, Peter Yamba, je vois mon père, Norbert Yamba, à la maison, et que je l'adore comme mon Dieu, je ne trouve pas en quoi c'est un problème. Est-ce que vous pensez que cet exemple tient debout? Là, lui, c'est votre père biologique, mais l'UDPS... Non, le chef de l'État, c'est le père de l'UDPS. Non. On peut trouver du Djalelo quand c'est dans le MLC qu'on l'adore. On peut trouver du Djalelo quand ce sont des Bahati qui les font. Mais si moi, membre de l'UDPS, décide d'honorer notre chef de l'État, d'honorer notre président, notre autorité morale, je vois pas en quoi c'est un problème. Le roi soleil, on peut même l'appeler tout ce qu'on veut, mais il reste notre autorité morale. Le roi soleil. Mais oui. Lazare ressuscité. Très bien. Alors, parlons de la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, comme je vous ai posé d'ailleurs tantôt la question, avec 100 élèves dans une salle de classe, l'enseignant pourrait justement s'en sortir? Oui ou non. La réponse elle est en deux phases. Déjà, il faut savoir, nous avons beaucoup d'enseignants qui sont là aussi, c'est par je ne sais pas comment ils sont arrivés là, peut-être qu'ils n'ont même pas eu à faire la pédagogie, mais un bon enseignant qui a eu à faire des bonnes études, la pédagogie, il sait déjà comment... Tu sais qu'IDR avait critiqué récemment les enseignants pour dire qu'ils n'ont pas de niveau. Ah oui, beaucoup d'enseignants n'ont pas le niveau. On ne mâche pas les mots. On sait beaucoup comment il devient d'enseignant. Qu'est-ce que la gratuité prévoit au-delà même de ça? La gratuité prévoit... Un recyclage également. Oui, la gratuité prévoit de construire des écoles. La gratuité prévoit de faire un recyclage au sein de l'EPSP, de l'éducation nationale. On doit savoir, on doit juger les enseignants. Parce qu'on ne veut pas juste qu'on s'arrête à faire étudier d'autres personnes, tous les enfants. Mais on veut aussi la qualité de cet enseignement-là. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Parce qu'on veut même changer le programme de l'enseignement. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le monde est en train de basculer. Vous voyez, même les programmes, le panafricanisme même doit entrer dans l'enseignement congolais. Donc tout ça, c'est ce que le chef de l'État est en train de prévoir. Nous le aurons, si pas à la fin de cette année, lors de son mandat prochain. Très bien, fait bien de promesses. Il y en a nombreux ici, je vais à un moment vous sortir toutes les promesses du chef de l'État. Alors parce que nous sommes en train de parler de l'éducation, Peter, comment aviez-vous justement appris cette nouvelle? Comment vous êtes ressenti lorsque vous avez appris, comme nous, qu'on a détourné, on a volé l'argent destiné à la construction de l'université à Mbuji-Mayi? Je l'ai appris avec beaucoup de tristesse. Je me suis dit que ces pays, nous ne savons plus quoi faire. Que ces pays, si nous avions au moins... Même le chef de l'État est limité. Si les chefs de l'État avaient au moins... Même le chef de l'État est limité. Non, laisse-moi finir ma phrase. Si les chefs de l'État avaient au moins 10 à 15 personnes comme lui, avec cette volonté près de lui, je crois que nous aurions déjà fait un très grand pas. Alors si je vous ai posé cette question, c'est simplement pour vous dire que, est-ce qu'à la fin de son mandat, on ne va pas voir un Tshisekedi nous dire, voilà, je n'ai pas pu avoir 15 personnes à mes côtés, comme c'était le cas avec Kabila? Ah oui, mais ici, c'est un humain.
Le chef de l'État, c'est un humain, il donne la vision, il donne l'impulsion. Et surtout qu'il est limité, parce qu'il a maintenant une majorité. Il a un ministre qui n'est pas sorti dans son parti politique. C'est ce que nous ne devons pas oublier, nous, l'UDPS. Nous, l'UDPS, nous avions eu une vision pendant plus de 37 ans pour transformer ces pays. Nous avons eu ces visions. 37 ans pour transformer. Oui, pendant plus de 37 ans à l'opposition. Mais 37 ans à l'opposition, au pouvoir. Nous avons eu une vision. Mes gestions. Nous avions eu une vision pour transformer ces pays. Mais on les dit aussi que l'UDPS est bon pour l'opposition. Et non pour la gestion. Nous avions eu pouvoir. Une vision pendant plus de 37 ans dans l'opposition pour essayer de mettre en place pour transformer le pays. Mais le chef de l'État nous sortons un chef de l'État, mais il a été buté à ne pas avoir une majorité. Nous sommes contraints à travailler avec des gens qui sont habitués dans la gabegie financière, qui sont habitués à prendre l'argent de l'État, mais le chef de l'État qui met en place encore la lutte contre la corruption, les chefs qu'il remet avec force et tout pour essayer de crocheter les gens qui essaieront de faire ça. Mais quand nous aurons une majorité, vous verrez que ça sera différent. Mais au moins, nous savons aussi que les choses sont différentes par rapport à 5 ans passés. Nous savons que les choses sont différentes par rapport à 4 ans passés. Les chefs de l'État, avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, nous sommes sortis même parmi les pays les plus corrompus du monde. Nous sommes sortis dans dans beaucoup de choses. Parce que pourquoi le président de la République, malgré qu'on lui met des concasions, malgré que beaucoup ne sont pas... Jusqu'aujourd'hui, les présidents... Mais les concasions ne veut pas simplement dire... Parce qu'on peut voir un ministre qui exécute, mais le secrétaire général qui fait autre chose. Vous voyez un peu. Parce que le recyclage que nous devons faire dans la politique congolaise ne s'arrête pas qu'au sommet. Vous allez voir, même les agents de l'administration volent. Vous venez avec un dossier comme ça, que ça arrive là-bas, vous allez voir ce type-là, il prend $10, il vous fait ça et tout comme ça, l'État congolais, le ministère des Finances ne voit même pas l'argent, ça passe pas et tout comme ça. Vous voyez ces recyclages-là, l'homme congolais... il est habitué à cela. Ce sont des symptômes du manque état. Donc on est habitué à voler, même si on change, même si on change de régime, on a toujours tendance à revenir toujours à faire la même chose. Mais au moins, nous, l'UDPS, nous sommes là pour essayer de leur faire comprendre que les choses doivent changer. Très bien. Deuxième secteur de la vie. Prenons ici la sécurité. Là, on va parler de l'aspect de l'embargo, de ce régime de notification qui venait d'être levé, justement par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Également, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la présence justement de l'EAC, les échanges entre le chef de l'État et Paul Kagame pour trouver une solution en 4 ans. Qu'est-ce que cela a apporté justement qu'est-ce que Tshisekedi a apporté justement dans ces secteurs concernant la sécurité en République démocratique du Congo? Oui, vous avez parlé de l'embargo qui a été levé et tout consort. Déjà, on ne peut pas parler de l'embargo sans pourtant parler de prouesse diplomatique du chef de l'État. Les prouesses diplomatiques du chef de l'État qui a été prouvée maintenant parce que beaucoup disaient que non, il ne voyage pour rien. Il nous a vanté ses sorties médiatiques, ses sorties diplomatiques et tout consort, mais ça ne paye pas. Vous voyez, les tout consort. Mais au moins les investisseurs, on a attendu. Et au moins aujourd'hui, les investisseurs viennent quand ils sentent qu'il y a une stabilité, quand ils sentent qu'il y a la paix. Mais déjà mais en interne également, on doit avoir des investisseurs. Oui, mais l'homme congolais, il est habitué à prendre de l'argent dans la politique. L'homme congolais n'est pas entrepreneur. Ils aiment trop la politique. Mais Félix Tshisekedi devait créer, en tout cas, ces investisseurs d'abord ici. Regardez les budgets alloués au PME par rapport au gouvernement passé. Vous comprendrez que le chef de l'État a ses soucis vraiment de créer des investisseurs, des entrepreneurs congolais, des millionnaires congolais, comme il a toujours dit. Le budget seulement alloué dans ces secteurs-là, vous comprenez que le chef de l'État met vraiment tout son cœur dans cette histoire. Vous étiez tantôt en train de parler de la diplomatie. Oui, la diplomatie agissante du chef de l'État, nous l'avons vu. La diplomatie agissante. Oui, la diplomatie agissante du chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État est venu, il a trouvé que le Congo était très isolé. Le Congo était un pays très isolé, pas seulement dans la sous-région, mais même en Afrique ou dans le monde entier. Mais le chef de l'État arrive au pouvoir, il nous amène dans le concert des nations, il sort le pays, maintenant on en parle partout, il devient d'abord lui-même président de l'UA, SADC et tout consort, pour ne citer que ça. Beaucoup de sorties, il a été reçu par plusieurs présidents de la République. Et vous voyez un peu tout ça. Ça manquait au Congo. Tout ça, ça manquait au Congo parce que tous ces voyages-là sont très payants. Et quand les chefs de l'État voyagent comme ça, ça amène des investisseurs. Les gens parlent pour nous. Maintenant, là, vous voyez, tout le monde condamne le Rwanda. Avant, ce n'était pas le cas.
on pouvait bien parler que non, le Rwanda, c'est les Rwandais qui nous agressent, mais ils parlaient plus des terroristes, des groupes armés terroristes qui étaient en train de menacer à l'est du pays. Maintenant, nous voyons que même que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'UA, que ce soit les États-Unis, tout le monde est en train de condamner le Rwanda maintenant. Alors, l'opposition dit que si aujourd'hui tout le monde parle de cette guerre à l'est, ce n'est pas forcément les efforts de Tshisekedi lui-même, c'est aussi les efforts de Congolais, la mobilisation générale de Congolais partout dans le monde, la diaspora également, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui d'ailleurs qu'on ait la levée de cette mesure de notification. Non, mais mais vous savez que les Congolais ont toujours été très motivés pour cette histoire-là de l'Est. Hein. Les Congolais ont toujours été mobilisés pour... Non, mais cette motivation aujourd'hui, en tout cas, s'est accentuée également. Oui, c'est lors de la venue du chef de l'État. Quand Félix Tshisekedi devient président de la République, il change les choses. Quand le chef de l'État, Félix Tshisekedi, arrive au sommet, il arrive au pouvoir, il fait comprendre aux Congolais, parce que je crois qu'il est parmi les premiers présidents à dire sur la face du monde que nous sommes agressés par le Rwanda. Beaucoup le disaient, c'était dans les médias, mais il est avec Kagame à côté, mais il est en train de pointer le doigt au Rwanda. Et c'est pour ça que ça soulevait un peu la population congolaise à se mobiliser derrière les chefs de l'État, derrière les efforts des chefs de l'État pour qu'il y ait, s'élever des sanctions et des embargos congolais. Nous savions tous que nous avions été isolés, mais maintenant là, nous sommes reçus partout. Alors, la guerre de l'Est, jusqu'à présent, ça continue. La présence, justement, de l'EAC. Il faut d'abord commencer par parler de la présence des UPDF d'Ouganda, cette mutualisation des forces qui n'a rien apporté, qui justement a permis à Bunagana d'être pris par la cité de Bunagana d'être prise par le M23. D'abord, cette mutualisation de forces, et puis également la présence de l'EAC aujourd'hui, qui d'ailleurs récemment, ils sont à l'Est, c'est vrai, mais à Kichiché, il y a massacre de plusieurs Congolais. Ils sont à l'est également, mais dans la ville de Kassindi, il y a de morts. Peter Yamba, est-ce que ce n'est pas un échec, justement, de cette diplomatie du chef de l'État? Oui, vous savez, dans les accords de Nairobi, ils ont eu à avoir des traités. Le M23 devait libérer les territoires congolais, je crois, il y a déjà 2 jours ou 3 jours passés. Mais apparemment, ils sont encore en train de négocier. Ils ont dit qu'ils avaient quand même demandé certaines histoires que le chef de l'État n'a pas encore eu à exécuter. Bon, pas exécuter, mais à les faire. Parce que voilà, c'est ce qui est en train de se passer, mais d'ici là, ils vont libérer, parce qu'ils étaient tous d'accord qu'ils vont libérer l'espace congolais. Mais il faut savoir que dans la guerre, quand il y a la guerre, il y a toujours aussi des incidents isolés. Il y a certaines personnes qui veulent aussi prendre de leur part, tous les gens ne sont pas pour la paix. Et ils veulent créer un peu la panique, ils veulent renforcer un peu leurs histoires. C'est pour ça que vous voyez, il y a quand même des incidents isolés qui se passent. Mais au moins, les accords ont déjà été pris, ils vont libérer l'espace congolais. Je ne crois pas que ça va arriver au mois de février. Ça ne va pas arriver au mois de février. Nous sommes habitués avec de promesses. S'il faudrait revenir, s'il vous plaît, s'il faudrait revenir sur ce qu'avait dit récemment le vice-président de l'Assemblée nationale, qui nous avait promis, en disant que déjà, avant même le début de l'année 2023, on va finir avec cette affaire de M23. Même nous savons tous quand la guerre peut commencer, mais nous ne savons jamais quand ça va finir. Mais au moins, nous voyons déjà des signaux forts que la guerre est en train de finir. Très bien. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Troisième secteur, le social. Quand je parle du social ici, je vois à manger, à boire, ainsi que autre chose. Mais parlons plus du social depuis que Tshisekedi est ici, à la tête du pays. En tout cas, le secteur social, à manger pour les Congolais, il y a à boire et à manger dessus. S'il faudrait revenir sur l'une de ces promesses qui Félix Tshisekedi est en train de dire. Attendez, je suis en train de rechercher. Il avait promis d'ailleurs, il a dit que voilà, je trouvais la clé pour sortir ce pays, pour sortir les Congolais, de la famine. Mais jusqu'à présent, les Congolais souffrent pour manger simplement. 4 ans de Tshisekedi à la tête du pays, l'UDPS, un parti démocrate, c'est vrai, mais un parti également socialiste. Ouais, vous savez, quand on parle du social, on ne voit pas que le manger. Quand on parle du social... Mais moi, je voulais qu'on puisse parler également Quand on parle du social, on voit beaucoup de choses. Le social englobe aussi la santé, le social englobe l'éducation, le social englobe
englobe beaucoup de choses, que ce soit le manger aussi, le boire, tout ça c'est dans le social. Mais si nous devons parler peu à peu, point par point sur le social, je parlerai plus, vous voyez, que ce soit la gratuité fait partie du social. Parce qu'un papa qui gagnait 200 000 francs et qui a 4 enfants par exemple, qui a 4 enfants, et s'il doit payer le loyer, il doit payer l'éducation, il doit payer les habits pour ses enfants, il ne saura plus quoi faire avec cet argent-là. Mais quand les chefs de l'État arrivent et instaurent une gratuité et que ces papas-là paient sa quitter de payer les frais pour ses enfants, vous voyez un peu déjà tout ça, ça entre dans les sociales. Vous savez, nous sommes dans une période où nous avons été menacés non seulement par la guerre du Rwanda, mais par la maladie aussi, par le virus, coronavirus. Ça c'est partout dans le monde, ça c'est partout, ça ne pourrait pas être une raison. Non, ça ne pouvait pas être une raison. Comment nous voyons comment ça tapait beaucoup de pays, même en Afrique. Ça bougeait beaucoup d'économies, que ce soit en France ou partout. Comment ça ne peut pas être une raison? Nous, avec une économie très faible. Mais nous sommes habitués à manger, à consommer $1 par Congolais. Mais nous avions déjà une économie très faible. Et que quand mais rien n'a changé. Rien n'a changé parce que le président de la République a mis en place une politique économique très forte pour que ça ne change pas. Très bien. Alors, ça n'a pas changé. Il dit, le 15 novembre 2019, il dit « Je ferai de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique et ce n'est pas une vaine promesse. » Oui, le chef de l'État est dans la dynamique pour faire la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Allemagne d'Afrique. Il est dans la dynamique. Oui, dans la dynamique. L'Allemagne d'Afrique suppose de lutter contre la corruption. L'Allemagne d'Afrique suppose être l'ouverture pour beaucoup de pays. L'Allemagne d'Afrique suppose construire des routes. L'Allemagne d'Afrique suppose créer une politique de paix, créer une politique monétaire et économique très stable. C'est ça l'Allemagne d'Afrique. Il est dans cette dynamique. Mais quand l'Allemagne n'a pas été construite en 4 ans ou 5 ans. Mais quand le chef de l'État dit que je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique, ça veut dire qu'il est en train de mettre le planche, il est en train de mettre une route, il est en train de mettre le soubassement, il est en train de faire une fondation pour que nous ayons une économie forte, pour que nous soyons un pays très puissant, pas seulement en Afrique centrale ou sous-régionale, mais partout dans le monde. Et c'est dans cette dynamique que le président est en train de marcher. C'est ça l'Allemagne d'Afrique. Mais quand je vois d'autres personnes, l'Allemagne d'Afrique, ils sont en train de parler de quoi, je ne sais pas trop. Mais je crois que le chef de l'État, il parlait dans ce sens-là. Très bien, madame, messieurs. Je rappelle qu'il s'appelle Peter Yamayamba. Il est cadre du parti politique UDPS, le parti au pouvoir, également communicateur de l'Union Sacrée. Nous sommes en train de parler du bilan du chef de l'État. D'ailleurs, il a confirmé ici que avant le mois de février, il y aura déjà cette affaire de M23, on ne va plus en parler, comme l'avait dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et puis il dit que le chef de l'État est en train de mettre de base pour faire ce pays l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que vous êtes également d'accord avec lui? Laissez-nous vos messages justement au plus 243 82 62 66 531. Madame, messieurs, vous êtes sur CML, vous le faites bien. Alors, Peter Yamayamba, le dernier secteur que moi j'ai voulu qu'on en parle, c'est la justice. Avec l'état de droit. Vous avez vanté, en tout cas le chef de l'État, l'état de droit. Aujourd'hui, la justice pose problème. La justice à double vitesse. Quand il s'agit des opposants, on les arrête si facilement, on les jette en prison. Mais quand il s'agit de ceux qui sont au pouvoir, il y a l'enterre, on ne les arrête pas. Le journaliste également traqué par la justice, par l'ANER. Lui, France également, qui a à tout moment été victime de ça, surtout durant les 4 ans de Tshisekedi. Lui, France a été en tout cas beaucoup attaqué par cette justice à double vitesse. Peter Yamayamba, vous parlez ici de l'état de droit. On voit également certains conseillers, certains proches du chef de l'État être arrêtés et puis libérés. Mais quand il s'agit des opposants, ils croupissent en prison sans pour autant avoir de suite sur leur dossier. Oui, vous savez, nous avions fait 37 ans dans l'opposition, nous avons subi des crimes au sein de l'UDPS, des crimes invraisemblables. Nous nous sommes dit que quand nous arriverons au pouvoir, nous mettrons notre vision qui consiste à une vision démocratique et sociale. Nous allons le mettre en place pour essayer de gouverner ces pays, pour changer les choses. Parce que c'est pour ça que nous nous sommes battus pendant 37 ans dans l'opposition.
Et nous arrivons au pouvoir, le chef de l'État qui a fait de l'État des droits son cheval de bataille, il arrive, il met en place une vision politique, une vision d'une justice saine, une vision où personne n'est au-dessus de la loi. Lui-même, il n'est pas au-dessus de la loi, le chef de l'État. Il a mis cette vision en place. Aujourd'hui, nous allons voir, il arrive et son directeur des cabinets, un homme puissant dans ce pays, entre guillemets, Vital Kamerhe, qui a été inquiété par la justice, qui a même fait la prison. Et il a été libéré. Non, mais les signaux... J'aime la suite de ces différents dossiers. Hein. Mais quand on parle de la libération, qu'il a été arrêté, libéré, mais donnez-moi même un seul exemple. De l'ancien régime, d'un directeur des cabinets, d'un proche du chef de l'État, d'un homme puissant de l'ancien régime qui a été arrêté, même pour ne pas parler d'être libéré, été arrêté même ou inquiété par la justice congolaise. Là, on ne le voit pas. Est-ce que si seulement il n'y a pas d'exemple, cette justice ne pourra pas faire un bon travail? Non. Parce que l'essentiel aussi, c'est de voir ces personnes arrêtées et puis purger la peine. Il a été condamné pour 20 ans, on doit le voir faire ses 20 ans et puis être libéré. C'est pas que il est condamné pour 10 ans et du coup on les libère simplement parce qu'il a été gracié ou alors parce que la justice voudrait simplement les libérer, alors que vraiment il y a des soupçons sur certains dossiers de pareil, Peter. Ben oui, mais le procureur général, vous savez, le problème avec l'opposition actuelle est qu'ils sont en train de voir le verre à moitié vide. Nous, on les voit à moitié plein. Vous voyez que ce qui n'a pas été fait, vous voyez pas ce qui a été fait. L'opposition ou moi? Il faudrait les détails. Je ne suis pas de l'opposition, moi je suis journaliste et je ne fais que vous poser des questions. L'opposition ne voit que ce qui n'a pas été fait. Nous voyons ce qui a été fait. Donc, le chef de l'État donne l'impulsion. Le chef de l'État instruit les magistrats, les juges et tout consort, le ministre de la Justice, pour essayer de mettre sa vision de l'État des droits, pour essayer d'inquiéter toute personne qui a une preuve, au moins un soupçon de culpabilité, qu'il puisse passer à la justice et prouver son innocence. Et si quelqu'un arrive à être inquiété, il entre en prison et tout consort, et que ses avocats arrivent à l'innocenter devant la justice ou à demander une liberté provisoire, parce que c'est dans son droit aussi, on ne doit pas l'oublier. L'état de droit ne suppose pas qu'arrêter, l'état de droit suppose mettre en œuvre tout, parce que quand on arrête quelqu'un, il est innocent jusqu'à sa condamnation finale définitive. Alors Peter, attendez, je vais vous donner une assise. Alors si seulement nous essayons de parler de ces dossiers, parce que on a constaté tout au début, il y avait une sorte de, je dirais, du populisme allant dans ce sens-là, que voilà, c'est maintenant Tshisekedi, c'est maintenant le fils du fait Étienne Tshisekedi, le Sphinx. Voilà, on ne blague plus, on doit arrêter. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce dossier qui, en fin de compte, on se dit, mais voilà, comment et pourquoi le monsieur a été libéré. Mais non, le président de la République ne s'est jamais ingéré de la justice. Le président de la République a laissé faire. Au moins, il a donné l'impulsion. Il a dit que non, c'est plus l'époque des kabylistes où un directeur des cabinets pouvait se mettre là à voler, et quand on voulait l'interpeller, que moi j'appelle le ministre, j'appelle le procureur général. Non. S'il y a des preuves de culpabilité, que ce soit un ministre, que ce soit un directeur des cabinets, que ce soit un membre de ma famille, que ce soit un proche, et que le procureur général s'est saisi du dossier et qu'il veut l'interpeller, le chef de l'État dit non, ouais, vous pouvez faire. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Lui, il veut juste prêcher par le bon exemple. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Mais c'est pas au chef de l'État de dire que soit on doit libérer ou soit on doit arrêter. Non. Lui, sinon, ça sera plus l'État des droits. Ce n'est pas ça que nous avions appris à l'IDPS. Nous laissons la justice faire son travail. Nous laissons la justice faire son travail et nous regardons. Mais si la justice est corrompue, je ne dis pas qu'elle a été corrompue, mais si la justice est corrompue, ce n'est pas au chef de l'État. Très bien, alors merci beaucoup. Vous avez donné ici l'exemple de Vital Kamerhe qui serait un homme fort, mais il a été arrêté et aujourd'hui libéré. On prend l'exemple de l'ex-conseiller du chef de l'État, l'ex-conseiller privé du chef de l'État qui vient également d'être arrêté, mais après son arrestation, et les Congolais ont parlé, le politique également, l'opposition, tout le monde est en train de critiquer simplement parce que on craint qu'à la fin de compte, il sera également libéré comme les autres. Vous citez qui? Fortuna Bisselele? Justement.
le puissant conseiller du chef de l'État. Ouais, il faut préciser que c'est l'un des hommes forts du régime. Mais quand il est interpellé, il entre en prison. Très bien. Alors, ce sont des choses à encourager au régime des Fathi. Merci beaucoup. Cette émission tend vers sa fin. Alors, Peter, 2 minutes justement pour parler de la question de l'enrôlement des électeurs au regard de tout ce que vous avez dit sur ce plateau concernant les 4 ans du chef de l'État, son bilan que vous avez qualifié de positif. Est-ce que vous pensez que ce regard de ça, Tshisekedi pourrait battre l'engouement des opposants, l'engouement de candidats opposants en face de lui? Là, je vois ici Martin Fayoulou, Matata Mpogno, entre guillemets Denis Mukwege, Moïse Katumbi également, Franck Diongo. Ils sont là nombreux. Est-ce qu'au regard de ce bilan, Tshisekedi pourrait s'en sortir? Oui, le chef de l'État a 1000 chances de gagner des élections. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, nous n'avons pas un candidat en face. Tous ces gens qui sont en face là, on sait déjà d'où ils viennent, on sait ce qu'ils vaut. Donc le chef de l'État n'a personne en face. Et deuxièmement, le chef de l'État a un bilan très positif à montrer très positif. Très positif à montrer à la place congolaise parce qu'il a été élu pour un mandat, mais qu'il peut renouveler. Donc des choses qu'il n'a pas pu faire, mais qu'il a mis quand même des jalons. Il a mis une fondation, il pourra continuer lors de son 2e mandat. Et je crois qu'on va gagner les élections avec une majorité absolue. Et au premier tour déjà. Donc, gagner les élections avec une majorité absolue au premier tour, c'est votre souhait, mais déjà le début de ce processus inquiète parce que la CENI, avec cette étape d'enrôlement des électeurs, on a constaté qu'il y avait tout un mois pour, prenons le cas de la ville de Kinshasa, il y a eu tout un mois, mais les choses n'ont pas marché comme il fallait parce que simplement, d'une part, on évoquerait ici les compétences de certains opérateurs de saisie au niveau du bureau de vote, la qualité de la carte d'électeur et autres choses qui entrent justement en jeu. Est-ce que vous pensez qu'au regard de tout ça, ce processus ne pourrait pas être justement crédible? Parce qu'il faudrait rappeler ici que le PPRD déjà boycotte l'enrôlement des électeurs. Oui, j'aimerais aussi rappeler ici sur votre plateau que l'UDPS est le parti le plus installé dans ce pays. L'UDPS est la plus grande machine politique de ce pays. Et les PPRD ne vaut rien. Le PPRD ne vaut rien sans pouvoir. Déjà, ils avaient le pouvoir, on les a battus. Et maintenant que nous, on a le pouvoir, on a la population. Comme vous savez que l'UDPS aujourd'hui, sur le plan terrain et tout consort, il n'y a personne avec nous. Fayoulou en face de vous, hein. 62%. Non, mais Fayoulou, c'est une personnalité virtuelle qui a été créée à Genève. Déjà, sans Katumbi, sans Bemba, Fayoulou ne vaut rien devant l'UDPS. L'enrôlement des électeurs. Oui, l'enrôlement... avec les cartes, la qualité justement de ces cartes d'électeurs. Vous savez que la CNI, c'est une commission indépendante. Et Kadima, c'est lui le patron de la CNI. Nous, le gouvernement congolais, on peut nous reprocher que si on ne donne pas l'argent, assez de moyens à la CNI. Mais tout ce qu'il a demandé a été alloué. Le chef de l'État veut à ce que nous ayons élection en décembre 2023. Il ne veut pas que cette année puisse passer. Donc nous ne voulons pas du glissement. À Kadima, je crois que nous tous, que ce soit l'opposition, la majorité, ça va être notre souci qu'il y ait élection pour que le cycle électoral puisse continuer comme nous l'a laissé notre prédécesseur Joseph Kabila, après chaque 5 ans que nous ayons de nouvelles élections, pour qu'il n'y ait pas seulement alternance sans alternative, mais au moins que nous ayons une alternance pacifique au pouvoir et tout consort. Très bien, merci beaucoup. L'émission est terminée. 1 minute pour la conclusion. Oui, je voudrais à ce que le président de la République puisse vraiment plus investir sur l'entrepreneuriat des jeunes, parce que je vois partout, c'est comme si tous les jeunes sont devenus des politiciens. Et on me dit également que vous êtes candidat. Moi, on peut avoir bien des ambitions, mais vous savez que nous sommes un parti... Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde est candidat. Mais nous sommes un parti très discipliné et j'ai les atouts. Donc, pour l'être, mais ça ne dépendra pas de moi. Tu peux avoir des ambitions, tu les proposes au parti. Et quand notre secrétaire général, Augustin Kabouya, que je salue en passant, décide d'être aligné, il voit tes compétences, il voit ton ancrage sur les terrains. C'est pas à moi de décider. Mais maintenant, moi, je déplore que je vois au moins 6 millions de jeunes qui demandent à 7 millions de jeunes de s'enrôler parce qu'eux aussi seront des candidats, mais je ne comprends pas. Ça prouve à la suffisance comment nos politiciens nous ont appris que l'argent est que dans la politique. Merci beaucoup, madame, messieurs. Cette émission
est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle qu'il s'agissait ici de notre invité. Il s'appelle Peter Yamba. C'est avec lui que nous avons pu échanger autour justement du bilan du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo 4 ans après. Alors merci Peter d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Nathan. Et également merci au directeur technique de Samuel 13 Télévision, Glodine Zita, l'homme à la chemise blanche. Également Merveille Vangou, merci à vous, monsieur le réalisateur le plus beau de la République démocratique du Congo. Je peux dire merci à quelqu'un aussi. Oui, pas de problème, merci. Ouais, je remercie aussi Alice Louis Guerra qui est avec moi sur le plateau et voilà. Merci beaucoup et je la salue également. C'est vrai, son nom, je ne l'ai pas maîtrisé. Alors, à vous qui nous avez suivis, on se retrouve comme ça demain, mercredi, avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir. Au revoir.